Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer bien évidemment sur notre cours d'apprentissage automatique et on va passer à l'évaluation d'un modèle d'apprentissage. Ce cours va être divisé en deux séances. Donc, cette semaine, on va plutôt travailler les méthodologies utilisées dans un projet en sciences de données. D'accord? Puis, la semaine prochaine, on va passer à l'importance de l'évaluation. Puis, c'est-à-dire, on va vraiment décortiquer les métriques d'évaluation en classification, en régression et en segmentation. Alors, en sciences des données, c'est-à-dire en informatique décisionnelle des sciences des données, on utilise bien évidemment des méthodologies spécifiques. Je pourrais rapidement vous montrer ces méthodologies. Voilà, donc, la première méthodologie, c'est la méthodologie KDP ou bien KDD. D'accord? Bon, c'est une méthodologie qui commence à dater et presque n'est plus utilisée. D'accord? Voilà. Après, IBM a proposé sa méthodologie CRISP-DM, mais on voit par exemple que cette méthodologie n'est pas assez détaillée, ok? Et il n'y a pas par exemple de feedback client. À cet égard, en sciences de données, on utilise, eh bien, je vous conseille dans vos projets PFE et dans vos projets après dans vos entreprises de travailler avec cette méthodologie qui s'intitule IBM Master Plan. D'accord? Donc, il s'agit en fait d'une méthodologie agile, c'est-à-dire il y a des allers et des retours rapides permettant vraiment de détecter les problèmes rapidement dès le début du projet. Et c'est une méthodologie cyclique et répétitive. Alors, cette méthodologie contient la compréhension du métier, une approche analytique, une étape où on doit dresser un cahier de charge pour définir l'ensemble des données, une étape de collection des données, une étape de compréhension des données, une étape de préparation des données, et puis on passe à la modélisation, puis on passe à l'évaluation, puis on passe au déploiement, puis on passe au feedback. Allez-y, on va décortiquer ces différentes méthodes, ces différentes étapes. Après, un data scientist ou bien un business analyst doit être vraiment solide sur ces méthodologies. C'est-à-dire, il doit connaître ces méthodologies. Bon, malheureusement, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de certif par rapport à la méthodologie IBM Master Plan. Si, après, je vais vous envoyer quand même un lien, d'accord? Bon, en fait, c'est pas des certifs vraiment très reconnus comme dans les certifs Scrum Agile, d'accord? Mais ce sont des petits certifs, d'accord? Je vous enverrai le lien vers la formation contenant la certification de Foundational Methodology for Data Science, bien sûr développée par IBM. Je passe. Allez, dans la première étape, c'est-à-dire la compréhension du métier, chaque projet en sciences de données commence par une compréhension du domaine métier sous-jacent. C'est-à-dire, c'est toi un autre jour, tu vas travailler par exemple dans une entreprise pharmaceutique, tu vas analyser par exemple des données pharmaceutiques. Bien évidemment, il faut avoir des connaissances métiers.
par rapport au domaine pharmaceutique. C'est-à-dire, il faut connaître le vocabulaire, par exemple, de ce domaine. Il faut connaître, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire un principe actif, qu'est-ce que ça veut dire médicament, ainsi de suite, ainsi de suite. Imagine si toi, tu vas analyser des données issues d'un supermarché, retail business, vente en détail. Alors, il faut vraiment comprendre ce domaine métier. C'est-à-dire, on ne peut pas se lancer, on ne peut pas se lancer dans un projet en sciences de données et on ne peut pas surtout réussir ce projet. C'est-à-dire, on ne peut pas réaliser des analyses fiables des données si on n'a pas de connaissances vraiment approfondies du domaine. Donc, tout projet en sciences de données commence par la compréhension du métier. Bien évidemment, après, si tu vas devenir vraiment spécialiste et expert de ce domaine, tu peux directement commencer ton projet. Mais là, je parle, c'est-à-dire imagine que toi, tu travailles dans une boîte et au fur et à mesure, on va prendre des marchés, on va prendre des projets et les métiers changent à chaque fois. Voilà. Donc, je passe maintenant en fait à la deuxième partie du slide. Maintenant, avec qui il faut discuter. Toi, tu es business analyst, tu dois quand même discuter avec des acteurs dans ton entreprise ou bien dans l'entreprise qui représente le client. Ces acteurs sont tout simplement tes clients ou bien les spécialistes métiers. Il faut surtout discuter beaucoup avec les spécialistes métiers. Il faut aussi discuter avec les managers et les commerciaux. D'accord? Car ces gens-là possèdent le recul, d'accord? Le recul et l'expérience, l'expertise métier, permettant vraiment de définir une solution analytique. Donc, dans cette étape, dans l'étape de compréhension du métier, on va définir le problème, on va définir les objectifs du projet et on va définir les exigences de la solution d'un point de vue commercial. Ok? Là, on est en train de parler business. Hein. On n'est pas en train de parler maths ou statistiques. On doit définir les exigences de la solution d'un point de vue commercial. Cette étape jette les bases d'une résolution réussie du problème commercial. Donc, pour aider à garantir le succès du projet, les commerciaux doivent être impliqués tout au long du projet pour fournir l'expertise métier, examiner les résultats intermédiaires et s'assurer que le travail reste sur la bonne voie pour générer la solution envisagée. Encore une autre fois, tu dois pouvoir ou bien tu dois discuter avec ces commerciaux. Là, d'après ce que je suis en train de voir dans le déroulement des projets en sciences de données en Tunisie et en France, en fait, il y a deux possibilités. Soit tu vas intégrer, par exemple, une start-up, une petite entreprise. Malheureusement, dans les petites entreprises, tu vas réaliser toutes ces étapes par toi-même. Malheureusement, tu ne trouveras pas grand monde pour t'aider. Donc, c'est à toi de comprendre le métier, c'est à toi vraiment de comprendre les aspects business de ton travail, de définir le plan et de faire tout ça. Par contre, vraiment dans les grandes entreprises, par exemple en finance, dans le secteur bancaire, en retail business, c'est-à-dire des entreprises qui ont vraiment un recul et qui ont des traditions, tu vas trouver des gens qui vont t'aider. Bref. Une fois on finit la partie compréhension métier, on passe à l'approche analytique, analytic approach. Donc, dans cette étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de définir une approche analytique pour résoudre le problème. Qu'est-ce que ça veut dire définir une approche analytique? En fait, on veut définir une approche. Une approche de quoi? Enfin, l'approche consiste à quoi? Consiste à choisir entre par exemple, les statistiques, entre l'apprentissage automatique, entre l'apprentissage profond, choisir entre ces trois domaines. Tu vas dire, le problème que je viens de définir avec les commerciaux
dans l'étape précédente peut s'exprimer techniquement à l'aide de la statistique descriptive. Ou bien tu vas dire non, je vais utiliser la statistique inférentielle. Ou bien tu vas dire non, je vais utiliser des techniques issues du data mining. Par exemple, ACP, analyse par composante principale. Il faut que j'applique une analyse par composante principale, car j'ai beaucoup de dimensions, j'ai beaucoup de variables. Ou bien tu vas dire, tiens, je veux faire une analyse par correspondance multiple. Ou bien je veux faire autre chose, d'accord? Ça, c'est en data mining. Sinon, tu peux dire, il s'agit d'un problème d'apprentissage supervisé, c'est une régression. Et je veux appliquer du machine learning. Ou bien tu vas dire, non, il s'agit d'une classification d'images. On sait tous que la classification des images est très performante avec le deep learning. Donc, dans cette étape, tu vas définir plutôt les aspects techniques. Donc, afin que l'organisation puisse identifier les plus appropriés, c'est-à-dire parmi ces trois disciplines, pour le résultat souhaité. Je vous donne un exemple. Si l'objectif est de prédire une réponse, tel que oui ou non, c'est-à-dire est-ce que le client est un bon client? Imagine, toi, tu essaies de réaliser le scoring des clients d'une banque. Donc, il existe deux possibilités. Soit le client est un bon client, est un client qui n'est pas risqué, ou bien le client est un client risqué. Donc, c'est oui ou non. C'est quoi ici l'approche analytique? L'approche analytique, en fait, c'est un modèle de classification. Donc, tu viens dans cette deuxième étape et tu définis, tu vas dire, je vais appliquer une classification. Après, tu vas faire une étude bibliographique sur les algorithmes de classification, c'est-à-dire peut-être, c'est pas moi, dans 10 ans, peut-être les algorithmes que tu viens de les étudier là pendant ces cours deviennent un peu archaïques et ne deviennent plus performants. Donc, tu vas utiliser des nouveaux algorithmes, tu vas définir des nouveaux algorithmes. Puis, une fois on finit avec l'approche analytique, on passe à l'étape du data requirements. Donc, bien évidemment, l'approche analytique choisie va déterminer les données, les exigences sur les données. OK? Quand on dit exigences sur les données, data requirements, donc on parle plutôt du contenu des données, du format des données, de la représentation des données. Et tout ça est guidé par le métier. Le métier, c'est ton expertise métier qui va te dire, tiens, toi, afin de réaliser le scoring d'un client, on doit avoir recours à son âge. Ou bien, peut-être la région géographique du client joue un rôle important. Donc, tu vas essayer de récupérer l'adresse du client. Peut-être tu vas essayer de récupérer l'âge de tes clients. Tu vas essayer de récupérer le salaire de tes clients. Donc dans cette étape de data requirements, on va dresser un cahier de charge qui contient l'ensemble des variables nécessaires à notre analyse. Bon, après, une fois on définit ce cahier de charge, on commence la partie collection des données. Et là, les choses deviennent vraiment compliquées. Car quand on parle des données, nous avons beaucoup de choses à dire. Eh ben, on distingue entre, dans le slide numéro 7, j'ai essayé, mais c'est presque impossible. J'ai essayé en fait de vous synthétiser les différentes sources et les différents formats des données. Par exemple, là, tu peux récupérer des données sous format structuré, SQL de format structuré. Par exemple, SQL, ou bien à partir des bases de données Oracle, ou bien à partir des bases de données SQL Server, c'est-à-dire Microsoft, ou bien à partir des bases de données MySQL, voilà, des données structurées. Ou bien, tu vas aller récupérer puis emmagasiner ces données dans des bases de données non structurées, non SQL, comme MongoDB, CouchDB, CassandraDB, MariaDB, ou bien des bases de données sous forme de graphes.
c'est-à-dire graph database, des bases de données sous forme de graphes. Et vous avez étudié la théorie des graphes pendant la deuxième période du semestre 1. Donc, le meilleur logiciel maintenant qui se trouve sur le marché qui traite des bases de données sous forme de graphes, eh ben, s'intitule Neo4j. Neo4j. Vous allez trouver une version Java, une version Python et ainsi de suite. Les données peuvent être sous format CSV, Comma Separator Value. Nous avons beaucoup travaillé avec ces fichiers. Beaucoup travaillé avec ces fichiers. Ce sont des fichiers très faciles à manipuler, très light, légers, où les séparateurs, ce sont des tabulations, des virgules, des points-virgules, et ainsi de suite, ainsi de suite. On peut avoir des données sous format Excel, sous format Word, sous format PDF. Oui. Après, c'est à toi de faire ce qu'on appelle le parsing. Bon, laissez-moi vous écrire ça. Parsing. Qu'est-ce que ça veut dire parsing? Ça veut dire appliquer un algorithme sur un fichier PDF qui permet de récupérer les informations, va récupérer les informations du fichier PDF. Donc, un fichier PDF, souvent, vous allez trouver du XML à l'intérieur, d'accord? Donc voilà, là j'ai mis du XML. Après, ne vous inquiétez pas. Hein. Si toi, tu choisis une formation du XML, au bout de 2 jours, 2 jours, tu peux sortir. C'est-à-dire que tu peux maîtriser le XML. On trouve des données sous format XML. On trouve aussi des données sous format HTML. Là c'est une autre histoire. C'est sans pour les données web. Et là, ici, vous trouvez le logo des données sous format brut. Ce sont des données point date. C'est-à-dire le fichier n'a pas vraiment de terminaison, c'est-à-dire c'est pas un fichier .csv, non pas un fichier TSV, XLSX, et ainsi de suite, mais c'est un fichier .data, c'est un fichier brut, et toi, tu vas essayer de récupérer des données à partir des informations à partir de ce fichier. Ou on peut collecter des données, à partir du flux web RSS. Ça, c'est le logo du flux web. Tu peux scraper, c'est-à-dire récupérer, charger des données à partir des réseaux sociaux, LinkedIn. Il suffit que tu fasses c'est-à-dire un compte développeur chez LinkedIn. Après, il y a des techniques permettant de récupérer des informations à partir de LinkedIn. À partir de Twitter, nous avons fait ça pendant la théorie des graphes. À partir de YouTube, à partir, par exemple, des différentes applications Google, par exemple, Gmail. Bon, Facebook, oui, on peut récupérer des données, mais il y a deux possibilités. C'est-à-dire, soit ton entreprise va acheter ces données, donc Facebook va donner l'accès directement à l'entreprise, ou bien, toi, par exemple, tu vas c'est-à-dire créer un groupe dans Facebook. Les gens commencent, bien sûr, tu seras son administrateur. Après, les gens commencent à écrire des commentaires dans le groupe, à mettre des likes, j'adore, des cœurs, des emojis. Après, toi, puisque tu es administrateur, à l'aide d'un compte Facebook développeur, tu peux récupérer ces données. Mais là, on joue sur le temps, c'est-à-dire vraiment, c'est un processus qui va durer dans le temps. On peut récupérer des données à partir du web. C'est-à-dire, tu prends, techniquement, hein, n'importe quel site web, tu peux le charger, c'est toi, tu peux le charger sous format, par exemple, HTML. On appelle ça web scraping. Bon, je vous écris le mot. Web scraping. OK? Et puis, une fois que tu charges le fichier HTML sur ton ordinateur, tu passes au parsing. Généralement, on automatise le scrapping avec Selenium, puis on fait le scrapping avec requests, je parle en Python. Et puis, on fait le parsing avec Beautiful Soup. Il s'agit de trois modules ayant des versions en Python. Selenium pour automatiser, requests pour récupérer les pages web, Beautiful Soup pour faire le parsing, pour vraiment récupérer les balises essentielles. À cet égard, je vous conseille d'avoir des connaissances en HTML.
tu dois absolument avoir des connaissances au HTML. Je pense que vous aurez un cours l'année prochaine, un petit cours de HTML. Sinon, le HTML n'est pas très compliqué. Hein. On peut aussi avoir des données images et des données vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque en fait que les données, c'est-à-dire notre fuel, notre base de travail, c'est-à-dire voilà le paradigme. If we have data, we are in business. If we don't have data, we are out of business. Notre business est basé sur des données. Si on n'a pas des données, on ne peut pas analyser ces données. Ça, c'est normal. Et on ne peut pas avoir des bonnes décisions. Et je vous donne l'exemple de la crise de Covid-19, coronavirus. Eh bien, les data scientists ont attendu pendant plusieurs jours la collecte des données de bonne qualité afin de réaliser des modèles prédictifs. Et jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à prédire. Car tu ne peux pas, avec 30 jours, avec 25 jours, avec 20 jours, tu ne peux pas prédire le futur. Tu ne peux pas écrire des modèles prédictifs vraiment fiables. Et ça, c'est un vrai problème. Si on n'a pas des données, on ne peut pas travailler. Et si les données sont de mauvaise qualité, on ne peut pas travailler. Voilà. Maintenant, quand on parle des données, eh ben, c'est hyper intéressant. À cet égard, qu'est-ce que je vous propose quoi? Eh bien, je vous propose, vous allez trouver, le truc, vous allez trouver dans vos boîtes email une autre présentation. Bon, je ne vais pas la commenter ici, hein. On va perdre notre temps, car elle est assez facile, hein. Ça ne nécessite pas vraiment des commentaires. Qui s'intitule Introduction to Data Science. C'est une présentation en anglais. Et à l'intérieur, vous allez trouver vraiment un historique détaillé des données. C'est-à-dire, vous allez trouver la taille des données et les sources des données, d'accord? Puis, vous allez trouver, par exemple, quelques pipelines, et quelques tools, quelques outils à la fin. Voilà, vous allez trouver cette présentation dans vos boîtes email. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai pris 2 slides de cette présentation, que j'ai jugé vraiment intéressant. Regardez. Là, on prend un jour de 2019. N'oubliez pas, là, on est en mai 2020. Donc, vous pouvez revoir ces chiffres à la hausse, c'est-à-dire ces chiffres vont monter, hein, vont augmenter. Bon, si on prend une minute, chaque minute, pendant un jour, en 2019, eh ben, pendant une minute, on peut compter 700 000 updates sur Facebook. Pendant une minute. Pendant une minute, 200 millions de recherches sur Google. Imaginez, hein, pendant une minute, 511 208, 188 millions de messages électroniques envoyés, échangés. 188 000, hein, 188 000. 694 000 heures de vidéos chargés par les utilisateurs sur les réseaux sociaux et sur le web. Eh bien, les réseaux sociaux, désormais, sont devenus une source primordiale des données. Netflix, Instagram, Twitter, le site Uber. Par exemple, sur Uber, pendant une minute, le site détecte 9772 rides, c'est-à-dire peut-être transactions à client. Ces données mises à jour chaque minute et son analyse va donner vraiment des informations utiles. Maintenant, la question, comment on va récupérer ces données? Voilà ce qui explique pourquoi vous êtes ici, dans ce master Business Analytics. Et pourquoi vous êtes en train d'étudier avec acharnement toutes ces matières. Data mining, machine learning, série temporelle,
les process métiers par rapport aux données, l'année prochaine, deep learning, comment visualiser des données. Vraiment, les données, c'est la base de notre travail. Bon, je passe. Donc, l'humanité, depuis sa création jusqu'à 2005, a créé 130 exabytes de données. En fait, on parle de giga, donc 10 à la puissance 9, on parle de tera, 10 à la puissance 12, puis on parle de penta, 10 à la puissance 15. Je répète, giga, 10 à la puissance 9, tera, 10 à la puissance 12, penta, 10 à la puissance 15, puis on trouve hexa, 10 à la puissance 18, 10 à la puissance 18. Donc, c'est 1 milliard de gigas. Donc, l'humanité, jusqu'à 2005, l'humanité, toute l'humanité, a collecté 130 exabytes de données, hexaoctets. À partir maintenant, c'est-à-dire en 2020, on compte que l'humanité va créer 40 900 exabytes. Donc, c'est une explosion. C'est une explosion de données. Maintenant, certaines banques d'investissement utilisent les flux de recherche Google pour prédire les prix sur le marché financier. C'est-à-dire, elles laissent tomber les modèles financiers. Bon, elles ne laissent pas vraiment tomber. Les banques d'investissement vraiment mangent quand le prix descend et quand le prix monte. Mais, entre autres, ces banques utilisent, les grands requins, Goldman Sachs et JP Morgan Chase, Bank of America, vraiment les too big to fail, les très grandes banques, utilisent les flux de recherche Google pour faire des prédictions. Voilà. Bon, donc, dans cette étape, et dans le slide 10, vous allez trouver en fait une petite description par rapport aux collectes des données. Bon, vous aurez après le temps de lire cette description. Je passe. Donc, une fois on collecte toutes ces données, on passe à la compréhension des données. Data understanding. Et nous avons fait ça plusieurs fois pendant ce semestre, c'est-à-dire depuis le mois de janvier. On vient de loin pendant ce module. Qu'est-ce qu'on utilise pendant cette étape? On utilise la statistique descriptive. C'est-à-dire, toi, tu vas essayer d'écrire tes données. Question, comment on fait pour décrire les données collectées? Comment on fait pour décrire les données collectées? On utilise des estimateurs statistiques faciles. Valeur moyenne, médiane, écart type, quartile Q1, quartile Q3, valeur minimale, valeur maximale. Après, tu peux aussi utiliser, tu vas regarder le nombre de lignes dans tes données. Tu vas regarder le nombre de variables dans tes données. Tu vas aussi essayer de tracer quelques histogrammes, quelques nuages de points. Tu vas tracer des box plots, diagrammes à moustache. Tu vas peut-être tracer des courbes en 3 dimensions. Tu vas essayer de tracer des pie charts, diagrammes à camembert. Donc, toutes ces techniques de visualisation et ces estimateurs issus de la statistique descriptive vont te permettre de comprendre le contenu des données, évaluer la qualité des données et découvrir les premières informations sur les données. D'accord? Bon, tu vas me demander, on commence rapidement, on va remarquer qu'à partir de Data Understanding, il existe une flèche qui revient à Data Collection, à la collection des données. À partir de Data Understanding, il existe une flèche qui revient à la collection des données. Comment on peut interpréter cette flèche? Eh bien, si on considère que à partir de notre compréhension vraiment qualitative, superficielle, qualitative, rapide des données, que ces données ne sont pas suffisantes, eh ben, on revient à l'étape précédente rapidement. On ne perd pas notre temps, c'est-à-dire on ne va pas aller jusqu'au feedback.
Non, on s'arrête à la partie compréhension des données et on revient à l'étape précédente. Qu'est-ce qu'on va faire? On va collecter des données supplémentaires. D'ailleurs, on regarde qu'à partir de data collection, il existe une flèche qui revient aux data requirements. C'est-à-dire, si toi, pendant la partie collection des données, tu réalises que la collection de données est impossible. Oui, ça arrive. Je travaille avec un étudiant qui trouve beaucoup de difficultés dans son PFE, qui trouve beaucoup de difficultés à récupérer des données à partir du LinkedIn. Beaucoup de difficultés. C'est pas facile de collecter des données à partir du LinkedIn. On est en train voilà, on est des guerriers et on va arriver. Mais il trouve beaucoup de difficultés. À cet égard, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut revenir au cahier de charge, il peut redéfinir son exigence de données. Il va dire peut-être pourquoi je récupère des données à partir de LinkedIn alors que LinkedIn peut-être met beaucoup d'obstacles pour la collecte des données. Peut-être je vais changer de source. Voilà. Donc voilà. Donc là, je vous parle des flèches qui reviennent. Voilà. Est-ce que vous comprenez l'agilité? Donc vraiment, cette méthodologie vous permet de changer de tactique rapidement et de comprendre ou bien de détecter les défauts vraiment très rapidement. Voilà, donc ça c'est par rapport à la compréhension des données. Une fois on comprend vraiment nos données, et je vous conseille vraiment de réviser vos cours de statistique descriptive, c'est-à-dire la statistique descriptive, c'est vrai, c'est une discipline facile, mais c'est une discipline très très importante. Je ne sais pas, moi, si tu traces un histogramme, tu trouves un seul bin, moi, il y a un problème. Bon, je passe. Une fois on comprend correctement nos données, et on passe à la partie préparation des données. Cette étape est une étape qui va consommer le maximum du temps de ton projet. Techniquement, on perd beaucoup de temps dans la préparation des données. On perd beaucoup de temps. Enfin, en fait, on perd peut-être 50% du temps pendant la préparation des données. Voilà. Et cette étape vérifie le paradigme GIGO, garbage in, garbage out. C'est-à-dire, si toi, tu vas dire, moi, je m'en fiche complètement de la préparation des données, je ne veux pas préparer mes données, je veux passer des données brutes directement au modèle. Soit par manque, c'est-à-dire de technicité liée à la préparation des données, ou bien soit peut-être par erreur. C'est-à-dire que peut-être toi, tu ne sais pas que l'étape préparation des données est une étape hyper importante. Ou bien, tu ne sais pas comment préparer des données. Ou bien, tu ne sais pas comment préparer efficacement tes données. Et bien, tu vas passer au modèle ici, modeling, des données vraiment brutes qui ne sont pas préparées correctement. Et bien, tu vas sortir du n'importe quoi. Garbage in, garbage out. Et mettez dans vos têtes, c'est-à-dire si vous allez peut-être oublier le contenu de ce slide, et ben, essayez juste de vous rappeler de cette phrase. Plus on prépare correctement les données, plus on facilite la tâche pour les modèles. OK? Donc, la préparation des données est généralement l'étape la plus longue d'un projet de sciences de données. Dans de nombreux domaines, certaines étapes de préparation des données sont communes à différents problèmes. Maintenant, qu'est-ce qu'on trouve comme étape à l'intérieur de data preparation? Qu'est-ce qu'on trouve comme sous-étape? On trouve 3 sous-étapes. Features engineering, d'accord? Features selection, dimensions reduction, ou bien la réduction des dimensions. Bon, c'est pas grave, j'ai mis ça en anglais. Bon, à la limite, dimensions reduction, ça s'appelle en français réduction des dimensions, ou bien réduction de la dimensionnalité. Enfin, avec la technique ACP. Oui, on trouve l'ACP ici. Personnellement, en machine learning, je mets l'ACP en data preparation. On ne trouve pas l'ACP en modélisation. Bon, je commence par la partie Features Engineering. En fait, qu'est-ce qu'on fait dans cette partie? Nous, on veut préparer nos données. Alors, on va essayer de regarder. Est-ce qu'il y a des valeurs manquantes? Est-ce qu'il y a des valeurs manquantes, des champs manquants?
Après, on va décider, est-ce qu'on va supprimer ces champs manquants? Ou bien, est-ce qu'on va remplacer ces valeurs manquantes? Si on va les remplacer, par quoi? On va ajouter une hypothèse qui n'existe pas initialement dans les données. Et figurez-vous, vous allez obtenir des données contenant des champs manquants. Ça, c'est une fatalité. Ça, c'est nécessaire. Enfin, c'est comme ça. Parfois, les clients ne veulent pas renseigner des champs. Parfois, pendant la partie collection des données, vous allez faire une erreur et vous allez récupérer des données manquantes. Donc, comment on remplace les données manquantes? Par la valeur moyenne, c'est grotesque quand même, c'est pas correct. Par la médiane, par la valeur la plus fréquente, par la valeur précédente, comme en série temporelle, par la valeur suivante, comme aussi en série temporelle. L'ACP, l'analyse par composante principale, propose une solution pour remplir les valeurs manquantes numériques, bien évidemment, numériques. Après, l'ACM, c'est-à-dire les autres techniques d'analyse factorielle, analyse par correspondance multiple, ou bien analyse factorielle, permettent aussi de remplir les champs manquants dans le cas d'une variable qualitative, cette fois. Qualitative. Voilà. B. Je passe. Qu'est-ce qu'on trouve aussi en feature engineering? En fait, on va essayer de réduire l'échelle des données numériques, ce qu'on appelle le rescaling. Tu vas utiliser peut-être standard scaler, c'est-à-dire tu vas essayer de soustraire la valeur moyenne divisée par l'écart type. Tu peux utiliser robust scaler. Tu vas travailler avec la médiane. Tu vas peut-être utiliser min-max scaler. Tu transformes les données dans un intervalle 0,1 ou bien dans un intervalle -1,1. Tout ça afin de faciliter la tâche à tes modèles mathématiques et à tes algorithmes informatiques. Qu'est-ce qu'on trouve en feature engineering? On trouve la partie encodage des variables qualitatives. Si ta variable qualitative contient deux catégories, tu vas encoder 0 ou 1. Et si ta variable qualitative contient plusieurs catégories, comment tu vas faire? One hot encoding, une variable qualitative, 5 catégories, tu passes à 5 colonnes, puis tu supprimes une colonne pour éviter cette histoire de corrélation, the dummy variable trap, ce piège très fameux, ce piège. Mais est-ce qu'il existe que ces techniques? Bien évidemment que non. Il existe en fait plusieurs autres techniques d'encodage des variables qualitatives. Maintenant, je passe à une sous-étape hyper importante, et ça s'appelle feature selection. Donc, dans la partie préparation des données, on peut détecter les colonnes, les variables explicatives ayant une importance, c'est-à-dire une plus grande importance. Autrement dit, contenant beaucoup d'informations. Oui, c'est-à-dire quand toi, tu prends ta matrice rectangulaire, ta matrice qui contient à la base plusieurs colonnes. Il existe des colonnes contenant beaucoup d'informations que d'autres colonnes. Tu vas me demander, moi, j'ai perdu trop de temps dans la collection des données. Comment ça se fait que pendant la préparation des données, je vais supprimer quelques colonnes? Si ces colonnes s'avèrent qu'elles ne contiennent pas de l'information utile, tu vas supprimer ces colonnes. C'est du bruit. Ce bruit va fausser les résultats de tes algorithmes. Tu vas me demander comment je fais pour sélectionner ces colonnes, c'est-à-dire pour déterminer les colonnes ayant une grande information. L'ACP, l'analyse par composante principale. Et by the way, j'ai mis l'analyse par composante principale dans la partie data preparation, et non pas dans la partie modélisation. L'analyse par composante principale menée correctement, si toi tu sais appliquer une analyse par composante principale correctement. Et qu'est-ce que j'avais dit, qu'est-ce que je voudrais dire par ça? C'est-à-dire, toi, tu vas réduire tes dimensions correctement et
tu dois tracer le cercle de corrélation. Tu traces ton cercle des corrélations, tu projettes tes variables, tes colonnes dans ce cercle, tu vas trouver les variables ayant une grande contribution par rapport à la première dimension, la première composante, ou bien à la deuxième composante. C'est là où tu vas dire, tiens, cette variable contient beaucoup d'informations. Cette variable ne contient pas d'informations. Voilà. Donc, l'ACP permet de sélectionner les features, sélectionner les variables. Mais on ne trouve pas que l'ACP, hein, attention, on ne trouve pas que l'ACP. Imagine, toi, tu appliques une corrélation entre les variables, tu trouves deux variables corrélées. 0,9, 0,8, avec un coefficient de corrélation linéaire, 0,7. Eh bien, tu supprimes ces variables. Tu supprimes une, hein, c'est-à-dire, toi, tu as deux variables corrélées, tu supprimes une et tu gardes une. Ça intègre aussi la préparation des données. Bon, maintenant, comment on fait pour sélectionner les variables? Existe-t-il d'autres techniques permettant de sélectionner les variables? J'ai trop parlé de l'ACP. Oui, il existe d'autres techniques. Tu peux appliquer, par exemple, l'algorithme Random Forest. Oui, l'algorithme Fourier aléatoire permet de déterminer, c'est-à-dire un tri, ou bien permet de déterminer les variables les plus importantes. Il permet de trier les variables d'une variable plus importante vers une variable moins importante. Il y a l'algorithme Random Forest, Decision Tree, arbre de décision, puis tous les algorithmes qui utilisent des arbres de décision. LightGBM, CatBoost, XGBoost, et ainsi de suite, et ainsi de suite. AdaBoost, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Voilà. Maintenant, est-ce que les algorithmes mathématiques, style régression linéaire, permettent de sélectionner des variables? Oui. Mais tu ne vas pas utiliser vraiment une régression linéaire traditionnelle. En fait, il faut utiliser une régression linéaire régularisée. On appelle ça lasso. Voilà. Alors, je suis en train de citer plein de techniques. Hein. Eh bien, toi, tu dois appliquer tout ça. Dans la partie préparation des données, tu dois connaître toutes ces techniques pour transformer tes variables, feature engineering, c'est-à-dire préparer tes variables, préparer des données à la modélisation, sélectionner tes variables importantes et réduire les dimensions. Réduire les dimensions, car n'oubliez pas, quand le nombre de variables est très grand, on tombe dans la malédiction des grandes dimensions. On appelle ça en anglais the curse towards high dimension. Et les algorithmes et les modèles mathématiques risquent de se déstabiliser à cause de cette malédiction. Enfin, si vous voulez vraiment un cours complet sur la malédiction des grandes dimensions de l'ACP, et voilà, je vous invite à regarder ma chaîne YouTube. Bon, avec vous, moi, je suis en train de faire du machine learning. Je ne fais pas du data mining. Donc, on remarque bien que cette étape est une étape, c'est-à-dire je parle de la préparation des données, est une étape très riche, est une étape vraiment qui va te prendre beaucoup de temps. Vraiment beaucoup de temps. Maintenant, imaginons que toi, tu as préparé correctement tes données, tu passes à quoi? Tu passes à la modélisation. Donc, quand on dit modélisation, dans la modélisation, on trouve l'apprentissage non supervisé, l'apprentissage supervisé, l'apprentissage semi-supervisé, l'apprentissage renforcé. Malgré que l'apprentissage renforcé, c'est à la machine de fabriquer ces données via des modèles mathématiques. On dit apprentissage non supervisé aux analyses descriptives. On dit apprentissage supervisé aux analyses prédictives. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Je pense que je vous ai expliqué tout ça. Tout ça, c'est clair pour vous. C'est-à-dire, apprentissage non supervisé, il n'y a pas de variable cible.
et on veut vraiment des résultats immédiats. Ces résultats sont interprétables immédiatement et à utiliser immédiatement. On va découvrir des informations cachées dans des grands lots de données. Et ces connaissances, ces informations sont déjà présentes. Je ne veux pas revenir sur ça. Par contre, bon, en apprentissage non supervisé, on réduit, on résume, on synthétise. Réduction, voilà, réduire, résumer, synthétiser. Réduire, résumer, synthétiser. Réduire, ACP, ACM, synthétiser K-means, ou bien CH, ou bien DBScan, et ainsi de suite, ainsi de suite. Après, en apprentissage supervisé, on peut avoir une variable cible, on peut avoir plusieurs variables cibles, et on veut découvrir des nouvelles connaissances. Et attention, ça nous donne des modèles. Des modèles. Hein. Après, ces modèles peuvent être utiles. Les modèles ne sont pas tout le temps utiles. Les modèles sont utiles uniquement quand ils sont performants et donnent des résultats fiables. Après. Même pas pendant l'évaluation. Le but c'est le feedback client. Hein. Ça ne sert à rien de monter vraiment tout ça et à la fin de la journée, c'est-à-dire tu vas me donner un accuracy de 90% sur des données d'entraînement et sur des données tests, et après sur les vraies données, les nouvelles données, l'accuracy tombe à 20%. Enfin, en fait, ça ne sert à rien d'appliquer toute cette méthodologie. Ou bien, c'est pas ça ne sert à rien, il y a un grand problème. Bon, je regarde, est-ce qu'il n'y a pas de questions? Ok, il n'y a pas de questions. Mais je passe. Donc, après l'étape de la modélisation, on passe à l'évaluation des modèles. Et là, c'est très, très intéressant. Pourquoi? Car il faut absolument évaluer ces modèles, que ce soit un modèle mathématique ou bien un algorithme informatique. On ne peut pas réussir. Écoute, toi, tu peux faire une modélisation et passer directement au déploiement. Enfin, le déploiement n'est plus un mystère maintenant. Avec un cours de Power BI, hein, c'est-à-dire cette année en Master 2, pendant 1h30, avec Power BI, nous avons réussi à réaliser un dashboard. Moi, je dirais même pendant une heure. Pendant une heure, si on finit avec un fichier Excel, un fichier CSV, c'est-à-dire une table de données correctement préparée, on peut réaliser un dashboard. Enfin, la science informatique, tellement s'est développée que le déploiement est devenu très, très facile. Avec AirShiny, tu peux aller récupérer un code à partir de GitHub, ou bien à partir du répertoire officiel de AirShiny, tu changes quelques lignes de code et tu obtiens en fait ton AirShiny dashboard. Tu peux faire ça, bon après tu peux faire ça avec Python, avec Dash, il faut un peu de technicité, avec Angular, encore plus de technicité. Mais pourquoi je vous dis tout ça? Toi, tu peux faire tout ce que tu veux, hein. Tu peux modéliser et tu passes directement au déploiement. Mais sache que ça ne sera pas bien. Ton modèle ne va pas marcher. Ton modèle ne va pas marcher pendant l'étape de feedback. C'est clair? Alors, l'évaluation, c'est une étape méga importante. Et quand on parle d'évaluation, en fait, on va traiter la semaine prochaine, je vais consacrer tout un cours sur l'évaluation en classification, en régression, en segmentation. Donc, nous avons commencé l'évaluation en régression, c'est-à-dire tu calcules le R au carré. Enfin, je suis en train de voir des conneries sur LinkedIn. C'est-à-dire des gens qui s'auto-proclament data scientist, il fait une régression et il n'évalue pas correctement son modèle. Il calcule R au carré. Alors qu'on sait que les valeurs de R au carré, le quotient de détermination, sont trompeuses. Il faut calculer le R au carré ajusté. Adjusted R square. R square adjusted. Ils ne font pas des tests d'hypothèse statistiques. Tu peux pas, on ne peut pas travailler de cette manière. Si toi, tu n'évalues pas correctement tes modèles de régression, de classification, de segmentation, eh ben ton projet en sciences de données va échouer.
tu finis par les 85% du projet de data science qui ne marche pas. Et peut-être tu vas perdre ton job. Bon, j'espère pas pour toi un autre jour. De toute manière, tu auras en fait la double compétence, BI et data science. Bon, bref. Donc, c'est une étape importante. Pendant la modélisation et avant le déploiement, il faut absolument, j'ai ajouté ici absolument, évaluer le modèle pour comprendre sa qualité et s'assurer qu'il répond correctement et entièrement aux problèmes de l'entreprise. L'évaluation du modèle implique l'utilisation de plusieurs métriques. R au carré ajusté en régression, en classification, accuracy, la précision, le recall, tout ça à partir de la matrice de confusion. Et en segmentation, c'est-à-dire par exemple avec l'algorithme Camines, avec la technique Elbow Method, tu essaies de minimiser l'inertie interne, intra, et maximiser l'inertie inter. De toute manière, l'inertie totale, elle est constante. L'indice de silhouette, donc permettant à l'analyse d'interpréter la qualité du modèle et son efficacité à résoudre le problème. Bien évidemment, hein, comment tu fais l'évaluation? Tu divises en train dataset, test dataset, peut-être validation dataset, 3 datasets. Tu entraînes le modèle sur les données d'entraînement, tu testes sur les données test. Ok. Mais à la fin, il faut réaliser des tests de signification en statistique. On n'a pas de problème avec la statistique. Hein. C'est-à-dire, nous et les statisticiens, on est amis. Nous sommes amis avec nos collègues statisticiens, on peut appliquer leur technique, test d'hypothèse statistique. Et je vous assure que les tests d'hypothèse statistique, on va les trouver en régression, en classification et en segmentation. Maintenant, je passe à la vraie évaluation. J'ai zippé le déploiement et je passe à la vraie évaluation. Voilà pourquoi, moi, personnellement, j'utilise IBM Masterplan. Je n'utilise pas CRISP-DM. Regardez, la méthodologie CRISP-DM, CRISP-DM ne contient pas un feedback client. C'est clair? Ça s'arrête au niveau du déploiement. CRISP-DM, la méthodologie CRISP-DM. Par contre, la méthodologie IBM Masterplan contient un feedback. En effet, qu'est-ce qu'on fait pendant le feedback? Pendant le feedback, le modèle est déjà déployé, soit dans des pipelines, c'est-à-dire sur le cloud, ou bien sur des dashboards, sur des sites web dynamiques, accessibles aux clients, c'est-à-dire accessibles aux équipes en interne, ou bien aux clients en externe. OK. Et on commence vraiment à évaluer ton travail. Et là, tu n'en tombes pas dans les conneries. Il y a des gens qui ont prédit qu'il y aura 3000, 4000 morts en Tunisie pendant le Covid. Enfin, il a juste un nuage de points il a juste 5 points avec une droite, ou bien avec une exponentielle. Et ils finissent par 3000. Si toi, tu veux pas tomber dans ces conneries, tu dois réaliser une évaluation, tu dois travailler ton évaluation correctement, tu dois surtout rester attentif au marché, feedback client. Donc, en collectant les résultats des modèles mis en œuvre, l'organisation obtient un retour sur les performances du modèle et son impact sur l'environnement dans lequel il a été déployé. Donc, si moi, personnellement, imaginons si j'étais recruteur, je recrute un business analyst ou bien un data scientist et je le paye peut-être 3 fois plus qu'un ingénieur de développement informatique. Et lui, il va me déployer un modèle de régression, bien de classification. Donc, si le chiffre d'affaires ne décolle pas, n'augmente pas, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je recrute cette personne? Je vais le virer. C'est clair? Il faut vraiment avoir de l'impact sur l'environnement. Il faut que le chiffre d'affaires augmente. Tu n'as pas un autre choix. Par exemple, les commentaires peuvent prendre la forme de taux de réponse à une campagne promotionnelle. C'est-à-dire, toi, tu as essayé d'appliquer un algorithme de classification pour classifier entre les bons clients et les mauvais clients. Pendant le feedback client, ton algorithme commence, on va l'appliquer, on va utiliser cet algorithme sur des nouvelles données.
Et on va voir, est-ce que cet algorithme fonctionne correctement ou pas. OK? Voilà pourquoi on voit qu'il existe une flèche qui revient du feedback client directement vers la modélisation. Du feedback client, on revient directement vers la modélisation. Il faut être agile. Maintenant, je passe, ou bien je reviens au déploiement. Donc, une fois qu'un modèle passe les tests et est approuvé par les commerciaux, il est déployé dans l'environnement de production ou dans un environnement de test. Habituellement, on commence par déployer le modèle d'une manière limitée. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire d'une manière limitée? C'est-à-dire, toi, imagine-toi, tu travailles dans un département sciences de données, dans une entreprise. Donc, tu commences tout d'abord par déployer le modèle à tes collègues dans le département. Ou bien, tu déploies le modèle peut-être aux collègues du département marketing, puisque c'est eux qui ont demandé tout ce travail. En département marketing, ou bien en département, je ne sais pas moi, vente peut-être, on trouve des business analysts, les autres business analysts, c'est-à-dire les business analysts qui vont rester face à ton modèle, ils ont commencé à tester. Ils vont rentrer c'est-à-dire des commentaires ou bien des résultats numériques. Après, l'algorithme commence à interagir avec ces analystes. Okay? C'est-à-dire on va effectuer des tests. Si les performances sont entièrement évaluées, à cet instant-là, on va sortir le modèle à l'extérieur. Le déploiement peut être aussi simple que de générer un rapport, c'est-à-dire toi, tu peux écrire un rapport avec des recommandations, un rapport PDF, tu peux faire un dashboard Power BI, un dashboard AirShiny, un dashboard Python, ou ainsi de suite, ainsi de suite. Aussi impliqué que d'incorporer le modèle dans un flux de travail complexe. Là, on parle plutôt des pipelines. Alors peut-être ça ne sera pas ton boulot puisque tu es business analyst, mais ça sera peut-être le travail d'un vrai data scientist ou bien d'un ingénieur vraiment chevronné en matière de développement informatique. Alors, je finis avec ce paragraphe avant la pause. Donc, le déploiement d'un modèle dans un processus opérationnel implique généralement des groupes, des compétences et des technologies supplémentaires au sein de l'entreprise. Oui, malheureusement, tu dois avoir des connaissances, par exemple, en HTML, en CSS, vraiment en back-end, front-end. Bien évidemment, si toi, tu veux vraiment faire le déploiement, des technologies spécifiques, Power BI, ClickView, Tableau, d'accord, AirShiny, Dash, Plotly, et ainsi de suite. Après, ça ne t'empêche pas de travailler en étroite collaboration avec un ingénieur informaticien. Hein. Par exemple, un groupe de vente peut déployer un modèle par le biais d'un processus de gestion de campagne créé par une équipe de développement et administré par un groupe de marketing. Donc, regardez, et là, il y a l'intersection entre trois groupes. Le groupe de vente, le groupe de développement et l'équipe marketing. Donc, ce que je vous conseille, dans une entreprise, il faut discuter. C'est-à-dire, on ne peut pas réaliser des bonnes analyses si on reste dans notre coin et on discute avec personne. J'espère pour vous que vous allez appliquer ça dans des vraies entreprises. Car dans une start-up, malheureusement, tu finiras, c'est-à-dire ton projet à travailler seul et tu vas... c'est un peu compliqué, quoi. Mais dans une grande entreprise, il faut discuter avec les gens. Bon, après la pause, on va parler un peu du management journalier d'un projet data science au quotidien. Et puis, on va passer en fait à une régression non linéaire. Voilà. Arrêtez l'enregistrement.